sont heureux d'accueillir ce soir M. Florian Saffer pour cette conférence sur les troubles, l'impact des réseaux sociaux sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, je ne pense pas avoir à le présenter, mais je vais quand même dire quelques éléments de présentation de M. Saffer, donc diététicien depuis 18 ans, formé à l'éducation thérapeutique du patient, à la psychologie comportementale, avec un accent particulier sur tout ce qui est théorie de l'acceptation, psychologie positive, formé également à l'hypnose médicale. M. Saffer travaille sur l'estime de soi, sur l'acceptation et la compassion pour soi, donc vraiment des éléments qui vont concourir à l'expertise de cette présentation. Vous avez également contribué à différents ouvrages, dispensé de nombreuses formations et intervenu dans diverses et nombreuses conférences. Donc, merci beaucoup pour votre présence. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir pour la deuxième année, également sur 2 formations cette année. Une donc, sur les troubles des comportements alimentaires, une sur un niveau découverte, je dirais, et à partir de demain, et jeudi également sur un niveau plus avancé. Donc, avant de vous laisser la parole, je précise simplement qu'après la présentation et la discussion avec M. Saffer, le centre référent TCA donc, présentera ses missions, ses objectifs, ses outils, voilà, pour vous accompagner au mieux sur le territoire pour la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Donc, je vous remercie à nouveau, je vous souhaite une bonne conférence, je vous remercie à nouveau, et donc bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, merci CFPS, au centre référent, à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Je suis surtout moi un diététicien, j'ai presque mon CV qui a été exposé. Je suis surtout un diététicien qui bosse dans les troubles des conduites alimentaires et qui est face à cette difficulté au quotidien. On m'a demandé de parler des réseaux sociaux et de leur impact sur les troubles des conduites alimentaires. Il faut que je précise que je ne suis pas sociologue, donc je ne suis pas psychologue, je suis juste un clinicien qui rencontre des patients en difficulté. Et donc mon regard sera surtout celui d'un clinicien. Ce qui va être le fait qu'on ait pu me parler de ce thème très en amont, ça m'a permis aussi de recueillir pas mal de témoignages de patients. C'est un petit peu ce que je vais partager avec vous. Sur comment les réseaux sociaux impactent aussi leur rapport à leur image corporelle, à leur maladie. C'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Je vais essayer de garder vraiment du temps aussi pour des échanges autour de ce thème. Réseaux sociaux et troubles des conduites alimentaires. Souvent, quand on parle de troubles des conduites alimentaires, on voit la partie visible de l'iceberg. Soit les restrictions, soit des personnes qui ont des compulsions, comme l'hyperactivité, on parle des purges. Il y a peut-être la partie un petit peu moins visible de l'iceberg, comme peut-être des traumatismes qui peuvent être présents, des traumatismes simples ou des traumatismes complexes. Ce qu'on appelle traumatismes complexes, ce sont plein de petits événements traumatiques qui s'accumulent. D'ailleurs, on sait que dans l'année qui précède l'anorexie mentale, on retrouve statistiquement beaucoup d'événements traumatiques en lien avec l'image corporelle, des moqueries, des choses qui ont pu être difficiles en termes d'image corporelle. Le remarque d'un papa qui tiens, t'as pris un peu de poids, le petit copain qui préfère que t'aies un peu moins de fesses, etc. Il y a des traumatismes aussi qui ne sont pas forcément des traumatismes lourds, mais des petits traumatismes en lien avec l'image corporelle. On va retrouver aussi beaucoup de perfectionnisme dans les troubles des conduites alimentaires. C'est quasiment une constante dans les troubles des conduites alimentaires. Perfectionnisme qui se traduit notamment dans la manière d'interagir avec la nourriture, et aussi dans la manière d'interagir avec son image corporelle. Alors que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui souffrent le trouble des conduites alimentaires, ils ont tendance à aussi avoir appliquer des exigences extrêmement hautes par rapport à leur image corporelle. Ça leur joue beaucoup. Ça, c'est important de comprendre ces caractéristiques. Quelque part, c'est un facteur de vulnérabilité assez important à trouble des conduites alimentaires. Et on sait que le perfectionnisme précède le trouble alimentaire. Il est amplifié par le trouble alimentaire, mais il était déjà là avant. Une estime de soi basse et qui
précède aussi le trouble alimentaire. Une estime de soi basse, et quand on regarde un peu la littérature, on va retrouver aussi chez les gens qui souffrent de troubles alimentaires une estime de soi qui est aussi davantage tributaire de l'image corporelle. Pour s'aimer, il faut que j'ai certaines caractéristiques. Des carences affectives potentielles, des anomalies de la perception du corps, qui précèdent aussi les troubles des conduites alimentaires, qui sont largement amplifiés par les troubles des conduites alimentaires. Hein. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des personnes qui souffrent d'anorexie mentale et qui vont vous dire je me sens grosse, alors qu'elles ont des BMI à 14 ou à 15. La maladie vient majorer ces troubles perceptifs, mais on sait que ces troubles perceptifs précèdent souvent la maladie. Donc je peux avoir un IMC tout à fait dans la norme et me voir grosse, me voir bien. Des régulations des émotions altérées, hein, les mécanismes de régulation des émotions qui peuvent être altérés. La littérature le montre assez nettement, et des troubles de l'interoception. Les troubles de l'interoception, c'est la conscience des ressentis internes, comme la faim, les émotions, ce qui se passe dans le corps est perçu d'une manière moins nette. Et puis bien évidemment, hein, dans ces parties de l'iceberg, c'est aussi tout ce qui va être difficulté en lien avec l'image corporelle, qui est presque une constante des troubles des conduites alimentaires. Il faut penser, c'est-à-dire quelque part, il y a une sorte de facteurs de risque comme ça qui sont préexistants aux troubles, qui viennent se confronter finalement à un contexte social. Le contexte social, au sens large, aujourd'hui, dans ce contexte social, il y a les réseaux sociaux. Si on regarde un petit peu, les troubles alimentaires conceptualisés par Fairbairn, on voit que Christopher Fairbairn, on voit qu'il y a vraiment cette histoire de perception négative de soi, le perfectionnisme, l'insatisfaction corporelle, le contrôle corporel, les éventuelles crises, ou non, hein, crise s'il y a de la boulimie, mais ça peut s'arrêter là, notre analyse fonctionnelle. On voit aussi l'influence sociale sur l'insatisfaction corporelle, sur le contrôle excessif. Alors, si on s'intéresse à cette histoire des réseaux sociaux et de la santé mentale, en 2021, Instagram exerçait une forte influence sur leur propre chez 56% des Français dans la tranche d'âge 15-34 ans. Une influence négative. Ça, c'est l'enquête Epidemics qui nous montre que chez dans un groupe de 1276 répondants de plus de 15 ans, représentatifs de la population française, 56% déclarent que l'utilisation d'Instagram altère quelque part leur estime personnelle. Ce qui est quand même significatif. Et l'étude révèle enfin que les Français se sentent peu représentés, seuls au niveau morphologique. C'est-à-dire quand ils regardent les réseaux sociaux, notamment Instagram, ils se sentent peu représentés. Seuls 29% des répondants identifient leur morphologie dans le contenu en circulation. 70% des personnes constatent que les contenus mettent en évidence des corps qui sont très éloignés de leur propre corps. C'est certainement pas humain. J'ai aussi s'intéressé à cette revue de littérature, le lien entre les réseaux sociaux et l'image corporelle chez les adolescents. C'est une revue de littérature qui analyse 30 études. L'intéressant, c'est que c'est des études très, très récentes. Et les conclusions, c'est que l'usage des réseaux sociaux en termes de fréquence d'utilisation et d'exposition à du contenu en lien avec l'apparence est associé à une image du corps négative chez les adolescents. Et rappelez-vous, il y a des adolescents qui ont des facteurs de risque de TCA. Perfectionniste, trouble de l'image corporelle, etc. C'est toujours cette rencontre entre des facteurs de risque et des éléments sociaux. Autre revue de littérature nous montre que l'utilisation des médias sociaux contribue significativement à nos difficultés avec notre image corporelle et crée la détresse psychologique qui s'exprime dans nos conduites alimentaires. Donc la littérature est assez unanime sur le fait que l'utilisation des réseaux sociaux a une influence néfaste sur notre estime personnelle, sur notre relation à l'image corporelle, mais aussi sur nos conduites alimentaires. Donc, chez des personnes en construction avec des facteurs de risque, ça peut être compliqué.
J'ai pris cette influenceuse parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a une standardisation des corps. Et c'est très important, moi je demande au regard de clinicien là-dessus, c'est que quand je demande aux jeunes femmes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires de me présenter en fait leur influenceuse, j'ai depuis quelques années systématiquement les mêmes silhouettes. Il y a une standardisation du corps, ce n'est plus la bramie qui est recherchée, c'est cette morphologie-là très caractéristique aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut en discuter dans le temps d'échange ensuite. Les cliniciens parmi nous, on va systématiquement avoir une recherche de ce type de corps. Pas systématiquement, mais fréquemment. Et ce corps, vous pouvez regarder, si vous êtes abonné à des comptes fitness, aujourd'hui, c'est cette morphologie-là qui est mise en évidence. Une morphologie qui existe très rarement dans la nature. De la poitrine, des fesses très musclées, un ventre extrêmement plat. Amusez-vous à regarder sur la plage. Je me suis amusé à regarder pour la science. Pour la science, on est d'accord. Ce type de morphologie, avec aussi cette pose, qui sont tout le temps un peu les mêmes, jambes relevées, etc., qui met en avant les fesses bien musclées, des fesses extrêmement musclées, très volumineuses et très musclées, un ventre extrêmement plat et de la poitrine. Peut-être que ça doit certainement exister des personnes qui ont naturellement cette morphologie. Je pense que statistiquement, ça doit être extrêmement faible. Et qu'il n'y a pas d'autre option si on cherche notamment à atteindre cette morphologie que peut-être la seule option d'appliquer un hypercontrôle sur le corps. J'ai partagé un petit peu des témoignages. C'est vraiment super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Clara, 16 ans, qui souffre d'anorexie avec perte de contrôle, d'anorexie, un IMC, un BMI à 17. Les réseaux qu'elle utilise, c'est TikTok et Instagram principalement. Son temps hebdomadaire, elle estime entre 10 et 20 heures par semaine. Ce qui est assez standard pour une jeune fille de stage aujourd'hui. J'ai vu des regards, ça fait beaucoup. C'est le temps moyen sur les réseaux sociaux des ados. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Je ne peux pas supporter l'idée d'avoir du gras sur le ventre, je préfère mourir. Là, je dois encore faire des efforts, je vois que je peux encore pincer mon ventre, c'est qu'il y a encore du gras. Je passe beaucoup de temps à la salle de muscu, je me limite à 1600 calories par jour et je coupe les glucides. Toutes les filles ont le ventre plat, toutes les filles arrivent à perdre du poids. Parce que peut-être que toutes les filles, il y a peut-être une surreprésentation dans ces réseaux sociaux de ce type de morphologie-là. Ce qui lui donne une impression de normalité. On dit, mais toutes les filles ont le ventre plat. Toutes les filles ont le ventre plat. C'est normal d'avoir le ventre plat, c'est vous qui êtes à côté de la plaque. D'ailleurs, si je vous pose la question, quand tu vas à la plage, tu vois beaucoup de ces corps-là, ça peut des fois être des questions cliniques intéressantes. Les réseaux sociaux sont aussi souvent amènent à la comparaison sociale ascendante. On a tendance à se comparer généralement à des gens qui ont des caractéristiques qu'on aimerait avoir un peu mieux que les nôtres. Peut-être qu'on le fait tous un peu, on va sur la plage, on se compare aux gens qui... Je ne sais pas si vous le faites, j'aimerais bien avoir cette morphologie-là. Et c'est un facteur aussi, se comparer. Alors le problème, c'est que quand on va à la plage, on ne va pas être exposé à beaucoup de gras comme ça. On va aussi avoir des gens un peu bedonnants, on va avoir toutes les morphologies, quoi. Par contre, sur les réseaux sociaux, si je suis abonné à des profils de musculation, si je suis abonné à des profils fitness, je vais avoir 80% des corps que je vois qui ressemblent à ce corps-là. Je vais être dans une comparaison à mon corps, finalement, ascendante. Peut-être que chez certaines personnes, ça va se comparer plus ou moins fréquemment à d'autres corps idéalisés, face au contenu, aux likes, aux commentaires, etc., à un retentissement émotionnel qu'il faut être en mesure de réguler. Mais peut-être que si j'ai des grandes capacités de régulation des émotions, bon, je vais peut-être avoir un petit peu d'inconfort émotionnel, mais par contre, si j'ai des mauvaises capacités de régulation des émotions, comme c'est souvent le cas chez les patients à risque de TCA, peut-être que ça va être la source d'une souffrance majeure. Donc si vous n'avez pas de facteur de risque de TCA, que vous êtes un homme, vous regardez des groupes de muscu avec des hommes comme ça, généralement vous allez vous dire « Oh là là, je vois que c'est moins bien chez moi, c'est un peu embêtant, mais vous n'allez pas en souffrir beaucoup. » Par contre, si vous avez des facteurs de risque de TCA, vous allez être dans une détresse émotionnelle importante. Rappelez-vous que ce sont des gens, du moins que le perfectionnisme est un facteur majeur de toutes les conduites alimentaires. Les perfectionnistes vont tout faire pour essayer de réduire cet écart. Une caractéristique des perfectionnistes, ils n'aiment pas les écarts entre ce qu'ils sont et ce qu'ils aimeraient être.
Et donc ils sont prêts à tout, y compris à faire des choses dingues pour réduire cet écart. Peut-être que cette personne-là sera prête à tout pour essayer de ressembler à ça. Ce qu'on va retrouver notamment dans certains troubles alimentaires qui explosent chez les hommes, comme la bigorexie. J'ai pris l'exemple d'Inès, 17 ans, qui me témoigne de ça. C'est une lycéenne qui a un BMI à 26, donc qui a un léger surpoids avec un TCA de type binge eating disorder d'hyperphagie boulimique. C'est de la boulimie sans vomissement. Le réseau qu'elle utilise principalement, c'est Instagram. Elle est entre 8 et 20 heures par semaine. Quand je vais sur Insta, je vois toutes ces filles minces, je me trouve dégoûtante, je me dis que je devrais arrêter de bouffer. Mais aussi, au final, je me sens tellement mal que je bouffe et que je me dégoûte encore plus. Et quand elle, simplement à relire ces phrases, ça m'émeut un peu parce que quand elle me dit ça, elle est vraiment très affectée. Et ce qui domine en termes d'émotion, c'est plutôt la honte de son corps. Autre chose, une tendance à mon avis qui est problématique, mais ça je la juge problématique avec mes propres critères, ça serait intéressant en tout cas d'y réfléchir, c'est l'explosion en fait, de la mise en avant de lifestyle, de style de vie et des corps de professionnels de santé. Ce qu'on ne voyait pas sur Instagram, sur les réseaux sociaux il y a 5 ans, ça explose. C'est-à-dire le diététicien qui se prend en photo à Dubaï, torse nu, avec ses beaux abdos, et qui mange une salade, qui vous dit voilà ma vie comme elle est belle. Regarde mon corps comme il est beau. Photo à la salle de sport, photo de l'assiette, des avant, des après. Les photos en bikini. Enfin, ce ne sont pas les photos en style. Ça explose chez les professionnels de santé. Les professionnels de santé. Et en tout cas, et ces profils sont largement suivis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suivis, ces profils professionnels de diététiciens. Ce qui est un peu problématique, c'est que c'est des profils professionnels avec énormément d'événements de vie qui sont, j'ai envie de dire, volontairement organisés, etc. Il y a une logique. Hein. Et ces profils sont extrêmement suivis, avec certains qui ont 200 000 abonnés. Et beaucoup de patients souffrant de TCA suivent ce type de profil-là. Et j'ai le témoignage d'Alison qui a 19 ans, qui a un BMI 19. Alors, son BMI, c'est IMC, hein, c'est l'indice de masse corporelle, l'indice de Ketley. Son IMC plutôt naturel, naturellement, elle fera plutôt 22, ce qui est plutôt un IMC dans la norme, plutôt mince. Et elle est un IMC 19, donc elle est donc en restriction calorique, en contrôle corporel. Les réseaux qu'elle utilise, c'est Twitter, Instagram principalement. Elle me dit je suis sur Insta une diète qui nous parle en permanence de son histoire. Elle a eu des TCA, elle nous invite à nous accepter. Et ce qui est pervers est le fait qu'elle ne fait que mettre des photos d'elle en train de faire du sport, de manger, elle fit. Santé, quoi. Elle poste souvent des photos d'elle à l'autre bout du monde en string. C'est comme un double discours. Accepte-toi comme tu es et en même temps, regarde comme je suis gaulé de cul. Je reprends ces mots. Regarde tout le sport que je fais. C'est encore plus toxique que les autres influenceuses, je trouve. Je sais pas. Donc ça, c'est des choses qui explosent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de profil de professionnels. On ne sait pas vraiment qui c'est des professionnels. Ils nous montrent leur assiette, ils nous montrent leur vie, ils nous montrent leur voiture de sport, ils nous montrent leurs abdominaux. Ils nous racontent leur vie, ils nous parlent de leur cette diète, en l'occurrence, qui me racontait aussi qu'elle parlait de sa chirurgie esthétique qu'elle avait fait pour refaire son ventre, etc. Autre chose, les réseaux sociaux peuvent être des invitations au contrôle des calories. Hein. Alors, le contrôle des calories, vous allez le retrouver énormément sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement, avec des no pain, no gain, etc. Tu consommes 2300 calories, donc si tu dépenses 2000, tu prends du poids. Si tu consommes 2000 calories, tu en dépenses 2000, tu maintiens ton poids. Si tu consommes 1700 calories, tu en dépenses 2000, ben, tu perds du poids. Donc, vous avez compris le message. Si vous voulez avoir un corps désirable, manger moins de calories que vos besoins. Alors, manger moins de calories que ses besoins, ça s'appelle créer de la dénutrition, hein, dans notre jargon, ça crée de la dénutrition. Et ce n'est jamais anodin, ce n'est jamais sans conséquence de créer de la dénutrition. Parce que très rapidement, ça augmente la préoccupation pour la nourriture, ça peut entraîner très rapidement de l'hyperphagie bulimique, ça peut entraîner très rapidement des troubles de l'humeur, ça peut entraîner aussi très rapidement des addictions à la restriction. C'est jamais anodin.
Donc, en gros, là, c'est pas perdre du poids parce que tu vas être en meilleure santé, c'est si tu veux avoir un ventre super fin, bah, crée du déficit de calories. Donc, il y a... Et ce qui est assez, voilà, si je reprends Alexis qui a 15 ans, lui souffre de bigorexie et d'un night eating syndrome. C'est l'alimentation nocturne, c'est des crises de boulimique nocturne. Il fait 10 heures de musculation par semaine, son alimentation est hyper protéinée, il prend beaucoup de shaker protéines, il mange très peu de gras, très peu de glucides, de pâtes, de riz, avec son objectif, c'est d'être en déficit de calories de 500 calories par jour. Les réseaux qu'il utilise, c'est Instagram, 15 amateurs par semaine. Et il me dit, Florian, je ne comprends pas pourquoi le déficit de calories serait mal. Pour perdre de la graisse, même les diètes du sport le disent. Pour perdre de la graisse, il faut faire du déficit de calories. Même les diètes du sport le disent. C'est un petit peu problématique. D'ailleurs, de nouveau, c'est important que nous, les professionnels, on a un peu des raisonnements éthiques, des messages qu'on fait passer sur les réseaux sociaux. J'ai enlevé le message d'une diététicienne qui partage sur les réseaux sociaux, obtenir le corps parfait pour tes modes d'emploi. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi à mon programme. Moi, ça m'embête quand un professionnel de santé véhicule des messages qui sont en faveur du contrôle des calories, du corps parfait, parce que je ne crois pas que mon métier vise le corps comme un objet, il vise plutôt le corps comme du vivant. Donc le soin alimentaire, normalement, n'est pas là pour résoudre les problématiques d'image corporelle, je crois, en tout cas. Autre exemple, j'ai enlevé exactement un lien live avec un tel diététicienne, 2 kilos à éliminer ou à ne pas reprendre, quelle alimentation pour une perte de poids. Donc voilà, encore comment on fait une confusion entre la diététique et la maigrissologie. Moi, je suis diététicien, c'est important pour moi de rappeler ce qu'est la diététique. C'est une discipline qui vise à mettre le corps en état d'équilibre physique et psychique total, par le choix, par des choix alimentaires cohérents. Donc normalement, la diététique, ça vise à avoir, vraiment quand vous passez à table, vous êtes dans un état déséquilibré, physiquement, vous êtes en déficit de calories, et vous avez aussi des recherches de satisfaction, vous allez manger pour chercher les calories à la satisfaction jusqu'à ne plus ressentir de besoin. Vous êtes dans un état d'équilibre. Ce qui fait que normalement, quand vous quittez la table, vous vous dites, ça fait du bien cette histoire. Ça, c'est mon métier. Aider les gens à faire ça le mieux possible, par des choix cohérents. Des choix qui vont répondre à leurs besoins physiologiques, mais aussi émotionnels. La maigrissologie, c'est autre chose. Certains diététiciens ne font pas de la maigrissologie, ils utilisent le contrôle alimentaire dans une logique de résolution d'une problématique relationnelle avec le poids, une problématique d'image corporelle. La maigrissologie, le soin diététique, ça agit sur le corps ici et maintenant, ça cherche à mettre le corps, quand vous allez manger ce soir, vous allez agir sur vos besoins ici et maintenant. Alors que la maigrissologie, ça agit sur un corps du futur, un corps désiré, idéalisé. Donc là, pour moi, ça, c'est pas de la diététique, c'est de la maigrissologie. C'est deux choses qui sont très différentes. Qui sont très, très différentes. Donc, c'est important aussi de se dire, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir même l'impact très néfaste des professionnels de santé, qui peut-être n'ont pas conscience de l'impact de leur message. Ça peut être autre chose. Alors on va se dire, c'est simple avec les réseaux sociaux, c'est très très simple, il suffit de choisir les bons comptes. C'est ce que j'entends souvent. C'est simple, vous vous abonnez sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça marche, les réseaux sociaux. Il y a des algorithmes qui proposent des contenus qui sont toujours plus extrêmes sur un même thème, avec une composante affective croissante. Donc, les algorithmes sont construits comme ça, vous proposez des contenus qui vont créer des émotions chez vous, en gros, pour le dire plus simplement, créer une addiction. Pour éviter le désengagement, au contraire, le but c'est que vous vous engagez de plus en plus. Donc c'est difficile cette histoire de choisir les bons comptes. Mediapart partage quelque chose en 2020, c'est que l'algorithme Instagram met en avant des photos en fonction de votre niveau d'utilité. C'est pour ça que vous allez avoir sur Instagram aussi beaucoup de gens, par exemple comme cet homme torse nu, des femmes en maillot de bain, ou des collègues diététiciennes qui montrent leurs photos de leurs fesses sur Instagram, parce que tout de suite ça vous fait passer devant sur Instagram en termes. Vous avez tout de suite beaucoup de vues et de likes. Amusez-vous à regarder, c'est évident, vous allez voir le nombre de corps que vous voyez dénudés sur Instagram. Alors il ne faut pas trop dénuder parce qu'il ne faut pas montrer de poitrine de femme, il faut montrer juste ce qu'il faut. Poitrine d'homme ça passe, mais pas poitrine de femme.
Alors, y a-t-il des aspects positifs des réseaux sociaux? Ça peut être aussi une question à se poser. Est-ce que forcément, moi, je vois des gens qui sont en souffrance majeure avec leur image corporelle et leur comportement alimentaire. Mon regard, ça peut être, j'ai tendance à être un peu radical là-dessus, faites super gaffe aux réseaux sociaux, attention, etc. Y a-t-il aussi des aspects positifs des réseaux sociaux? Je pense que oui, il peut y avoir des aspects positifs, il faut quand même en discuter. C'est briser l'isolement des patients TCA. Je peux aussi tomber sur des comptes d'entraide, de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont en souffrance et de se sentir moins isolées. Ça peut être un aspect très positif. Se sentir moins seul avec son TCA, s'entraider. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent oui, mais grâce à Insta, j'ai fait aussi des rencontres, les personnes qui ont pu m'aider, me donner des conseils, on se soutient. Ça peut être des choses très, très positives. Il y a 15 ans, c'était pas la mode d'Instagram, c'était la mode des forums. Plus personne va sur les forums aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était la mode des forums. Il y avait beaucoup de forums pro-ANA. Donc, les forums pro-ANA. Et donc, tout de suite, on s'est dit, faut fermer ces forums. Or, les sociologues qui avaient bossé là-dessus à l'époque nous montraient que sur ces forums pro-ANA, il y avait aussi beaucoup d'entraide. Donc, ça crée aussi de l'entraide. Donc, il y avait des aspects positifs. Donc, on se posait la question de dire, est-ce qu'il faut mieux fermer, que les personnes soient isolées? Est-ce qu'il faut mieux laisser ces forums exister? Parce que ça peut créer aussi de l'entraide. Il y avait souvent des logiques de compétition, c'est-à-dire qu'il y a du perfectionniste, les gens qui souffrent de TCA, s'ils voient quelqu'un qui mange moins qu'eux, ils auront tendance à rentrer dans une logique de compétition. Il y avait aussi de l'entraide. Donc ça peut être aussi des vertus des réseaux sociaux. Véhiculer des messages de soutien, obtenir de l'information sur le TCA, le soin. Je ne sais pas si le centre référent est sur Instagram, mais il y a plein d'associations d'aide aux patients qui souffrent de TCA, qui sont aussi sur Instagram, et sur Facebook, et sur TikTok, et sur Twitter. Puis peut-être aussi, ça peut être un lieu où on peut véhiculer des messages alternatifs sur la diversité corporelle, il y a plein de comptes de body positive, il y a aussi des critiques de la culture des régimes, des critiques du patriarcat qu'on peut retrouver aussi. Tout n'est peut-être pas à jeter sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Estelle, 24 ans, qui souffre de boulimie depuis 10 ans, elle me dit c'est sûr que les réseaux sont parfois des triggers à mes crises, des déclencheurs à mes crises. En même temps, les choses ne sont pas blanches ou noires. C'est sur les réseaux que j'ai découvert que les diététiciens pouvaient être aidants dans ma maladie. C'est comme ça qu'elle me contacte. En fait, elle me dit sur Instagram, j'ai découvert que les diététiciens, moi, pour moi, les diététiciens, c'était des donneurs de régime et qu'ils pouvaient avoir aussi un rôle dans ma guérison. Donc, sans les réseaux sociaux, je ne vous contacte pas. Et elle me dit aussi, j'ai suivi des comptes de nanas qui vivaient la même chose que moi et ça m'a fait du bien. Donc, tout n'est peut-être pas à jeter avec les réseaux sociaux. Alors, c'est intéressant parce que c'est finalement assez contemporain cet usage des réseaux sociaux. Mais quand même, quand on regarde un petit peu, quand un adolescent s'expose à des réseaux sociaux, il risque très rapidement d'altérer son estime personnelle, d'avoir des problèmes avec son image corporelle, d'avoir des troubles alimentaires. Et on n'est pas informé de ça. Peut-être qu'il faudrait avoir des messages aussi, ils ne vont pas peut-être fumer dessus parce que ces messages-là, on sait qu'ils sont contre-productifs. Mais vous savez, quand vous jouez à des jeux de hasard, c'est écrit maintenant, attention, l'usage des jeux peut amener à des addictions, parlez-en si vous êtes en difficulté, faites-vous aider. Peut-être qu'il faudrait aussi arriver à des messages informatifs sur le risque potentiel qu'on peut avoir à utiliser des réseaux sociaux. En tout cas, si on a un peu de réflexion sur une éventuelle prévention des... Je pense qu'il est compliqué d'interdire les réseaux sociaux à un adolescent ou une adolescente aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement compliqué, voire même contre-productif. Je crois. Je ne sais pas s'il y a une bonne façon de faire. Peut-être qu'il faut mieux sensibiliser plutôt que l'interdire. Donc peut-être avoir de la communication, peut-être avec les parents, avec leurs adolescents. Quel usage tu en fais, comment c'est pour toi, d'en discuter. Encadrer les usages du smartphone en fonction de l'âge aussi. C'est peut-être important aussi de remettre du bon sens et de se dire peut-être qu'il faut y aller progressivement dans l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai un garçon qui a 12 ans là, j'utilise des applications de contrôle parental et quand je pose la question à ses copains, les 3/4 de ses copains ont un usage libre de leur téléphone, sans aucun contrôle de durée de leur téléphone, sans aucun contrôle de l'exposition à un contenu éventuellement violent, pornographique, etc. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire. Discuter avec les adolescents d'une manière constructive, ça va de soi.
inviter à la conscience et à l'observation des expériences. À l'observation, je pense que c'est important aussi de ne pas infantiliser les ados, de leur dire bah, ce que je t'invite, c'est effectivement, tu vois que tu utilises beaucoup Instagram, ça peut être intéressant que tu observes par toi-même les expériences positives que ça t'amène à vivre, mais aussi des fois les expériences un peu plus négatives sur ton estime personnelle, sur comment tu te sens. Et d'en discuter, de créer un contexte familial où on puisse discuter de ça. C'est important. Inviter aussi à faire le ménage sur les comptes nocifs. Hein. C'est important aussi de faire le ménage sur les comptes. Déjouer les algorithmes. On parlera un tout petit peu après. Éviter d'utiliser des filtres aussi sur ses propres photos. Des études ont montré que si vous utilisiez des filtres sur vos propres photos, vous allez très très vite dégrader la relation que vous avez avec votre image corporelle. Vous allez avoir de plus en plus d'intolérance à vos photos sans filtre. Peut-être vous l'avez, peut-être s'il y a des cliniciens, c'est quelque chose qui explose, c'est l'addiction au filtre. On a des patients qui ne peuvent plus poster de photos d'elles sans mettre de filtre. Utiliser des applications pour limiter le temps sur les réseaux sociaux, y compris moi, par exemple, j'ai une application sur mon téléphone qui limite mon usage des réseaux sociaux. Parce que j'aurais une tendance à y passer trop de temps. N'ayant pas, j'ai pas de problème particulier d'image corporelle, j'observe que quand je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je me sens un peu moins bien dans mon corps. Chez moi, c'est très léger. Chez certaines personnes, ça peut être une source de souffrance majeure. Équilibrer ses activités en incluant des activités favorisant des relations apaisées avec son corps. Développer son esprit critique sur l'objectification du corps. L'objectification du corps, c'est le corps comme un objet. Hein. Donc ça peut être intéressant aussi, même de peut-être réfléchir à comment on pourrait amener aussi les adolescents à développer leur esprit critique. Il existe des programmes en prévention des TCA, notamment de STICE, qui sont vraiment basés ici sur la dissonance cognitive et sur finalement l'esprit critique. Ça pourrait être c'est souvent un travail que je donne aux jeunes pour développer un peu leur esprit critique. Les patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, c'est que vous êtes employé par le ministère de la Solidarité et de la Santé pour réaliser une action de prévention des troubles de l'image corporelle chez les enfants et les adolescents. Vous avez carte blanche. Quelles principales mesures prenez-vous? C'est hyper intéressant les retours que j'ai reçus. J'ai des retours chez les patients qui me disent moi je ferais ça, j'interdirais, je ferais ça, je mettrais en garde, je rappellerais que la vie c'est pas Instagram, etc. Y compris chez les patients qui ont des gros problèmes d'image corporelle, ils arrivent très facilement par cette perspective-là à être assez critiques. Ça les amène aussi à des fois se dire, ça peut être le cas d'une discussion d'ailleurs, je vois que toi tu ferais ça, 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 et en même temps j'entends que toi tu fais aussi cet usage des réseaux sociaux. Ouais, mais je suis un peu plus au piège, je suis un peu comme addictif. Donc ça amène souvent des discussions qui sont super chouettes. L'extrait d'un échange avec Pierre qui a 17 ans, il est sur le fil des TCA en fait, il est sur le fil de la bigorexie, il est limite, quoi. Il pourrait très bien basculer, il est déjà dans des conduites déjà très contrôlantes au niveau de sa nourriture, il passe beaucoup de temps en salle, il ne répond pas aux critères des troubles des conduites alimentaires, mais il est sur le fil. Alors, je prends un petit peu l'échange que j'ai eu avec lui, un petit peu sur le fait de le sensibiliser à comment les réseaux sociaux fonctionnent. Si tu interagis avec des publications liées à l'entraînement physique, tes réseaux sociaux te donneront graduellement l'impression que tout le monde a un corps musclé, que tous les jeunes pratiquent du sport quotidiennement, qu'ils font des diètes. Il est important donc de questionner ton ressenti par rapport au contenu auquel tu es exposé. Pour cela, tu peux te demander si les personnes auxquelles tu es abonné t'amènent à vivre des émotions agréables. Est-ce que tu ris? Est-ce que tu souris? Est-ce que tu es émerveillé? Peut-être que tu te sens inspiré, ou au contraire, des expériences désagréables. Tu te sens insatisfait de toi, de ta vie, tu ressens de la culpabilité, de la tristesse. Une invitation à l'observation. Plutôt que de lui dire c'est mal, c'est plutôt regarde un peu ce qui se passe pour toi. Fais ton expérience et observe ce qui se passe. Si tu observes que ce compte est nuisible pour toi, tu peux simplement te désabonner de ce type de compte afin que les algorithmes cessent de te proposer toujours ce type de contenu. Je te propose que nous en discutions au prochain rendez-vous. Il est important pour moi que tu sois informé sans être infantilisé. Donc ça, c'était un extrait
Puis ça a été l'occasion derrière d'en discuter avec lui. Et effectivement, ce que lui a constaté, c'est qu'il y avait quelque chose de très ambivalent, c'est qu'à la fois il était inspiré par ces comptes-là et qu'en même temps, il éprouvait très rapidement du dégoût pour son corps, ou une forme de culpabilité du fait de ne pas assez s'entraîner, du fait de ne pas être assez musclé, de ne pas faire assez d'efforts. Et par lui-même, il a fait le choix de se désengager des comptes les plus extrêmes qui suivent. Chez les patients présentant un TCA, il est important d'évaluer, je pense en tout cas que ça doit être, que quelqu'un dans l'équipe doit évaluer l'usage des réseaux sociaux. Et le niveau d'addiction aux réseaux sociaux. Je pense qu'il doit y avoir une évaluation qui doit être faite par quelqu'un dans l'équipe, notamment ambulatoire. C'est important des fois, du coup, l'importance d'un soin qui soit interdisciplinaire, coordonné, cohérent et construit. C'est génial parce que tout à l'heure, il y a le centre référent qui va intervenir pour présenter leur travail. Et je crois que ça résume bien ce que fait le centre référent, coordonner, construire le soin et mettre de la cohérence. J'aime bien aussi chez les patients, justement, les questionner sur l'impact sur l'estime personnelle, l'impact des réseaux sociaux sur les restrictions, l'impact sur les préoccupations en termes d'image corporelle et l'impact de leur usage des réseaux sociaux sur les exigences. Questionner plus que moraliser, plus que les culpabiliser. Puis proposer aussi des options de soins. On arrive des fois d'évaluer ça, de dire, ben voilà, je vois que tu as une sorte d'addiction aux réseaux sociaux. Là, dans l'équipe, à mon avis, c'est plus un psychologue qui pourrait t'aider à travailler là-dessus. Puis, je vais terminer là-dessus, sur aussi un travail, je suis principalement, moi, je suis clinicien, sur aussi comment nous, professionnels, on peut, des troubles des conduites alimentaires, on peut aussi aider un patient, une patiente à élargir ses représentations du corps beau. Instagram montre tout le temps les mêmes corps, des Sissi Mua, je vous ai montré tout à l'heure, et les autres avec leurs fesses hyper musclées, leur ventre plat et leur poitrine généreuse. Le travail que je vais souvent faire, c'est un travail que je réalise avec une amie psychiatre qui s'appelle Anne Chablis. C'est le journal d'élégance. Et le journal d'élégance, il consiste à effectivement demander à une patiente, un patient d'ailleurs, de découper, de mettre des images de ces idéaux des personnes qu'elle trouve élégantes. Donc, elle va nous mettre bien sûr les corps que vous avez vu montrer tout à l'heure, et c'est un peu guidé. L'idée, c'est de chercher des images de personnes qui, pour vous, incarnent l'élégance. Il peut s'agir de pages de magazines, de photos trouvées sur Internet, ou de clichés présents dans votre téléphone. Et vous pouvez vous tourner vers des personnes publiques, une chanteuse, une influenceuse fitness sur Instagram, des artistes, mais aussi des hommes et des femmes de votre entourage. C'est très important dans ce cahier d'élégance qu'il y a aussi des personnes de la vraie vie, du monde réel, comme des amis ou des membres de votre famille. Gardez l'intention de représenter un éventail le plus large possible et ne vous laissez pas condamner à ne choisir que des gens du même genre que vous. Donc on peut aussi, si on est femme, mettre des hommes, si on a un homme, mettre des femmes. Il peut s'agir d'une personne dont vous aimez le regard, l'attitude, le sourire ou tout autre détail qui, selon vous, lui donne du charme. Donc on va essayer de les aider à élargir un petit peu leur représentation de l'élégance. Ensuite, la deuxième partie de l'exercice, c'est choisissez l'image d'une première personne de votre cahier et observez ce que vous aimez chez elle, indépendamment de sa morphologie. Indépendamment de sa morphologie. Son attitude, sa façon d'incarner l'élégance, sa coiffure, ses choix vestimentaires, sa coupe de cheveux, sa démarche, son sourire, ses accessoires, sa posture, son regard. Puis renouvelez cette étude pour au moins 3 personnes différentes, dont au moins une personne que vous connaissez réellement. Ce travail est très très riche, très très riche. J'ai l'exemple d'une patiente qui est venue avec ses influenceuses et puis en même temps, elle me montre une photo d'une très bonne copine à elle. C'était plutôt une fille avec des formes. En fait, moi je l'aime bien parce qu'elle s'assume. Je l'aime bien parce qu'elle, en fait, elle se prend pas la tête avec son corps. Je l'aime bien parce qu'elle, si elle a envie de mettre une brassière, elle met une brassière. Si elle a envie de mettre un pantalon, si elle a envie de mettre une jupe, elle met une jupe. Elle s'assume. Et c'était extrêmement intéressant. Ok, donc toi, ce que spontanément, tu irais plutôt vers les corps des influenceuses Instagram, et en même temps, tu trouves aussi ça chouette chez elles.
Ouais, parce que j'aime aussi comment elle sourit, j'aime comment elle rigole. Ok. Et puis, elle m'avait dit aussi sa belle-mère. Elle dit, bah, je trouve que ma belle-mère, en fait, elle a beaucoup de charme parce qu'elle essaie pas d'être parfaite. Et je trouve ça formidable. Donc, c'était un travail, c'est progressif, il n'y a rien de magique là-dedans, qui est du coup, on travaille en parallèle avec le docteur Chablis, qui est repris par qui est psychothérapeute, qui est psychiatre et psychothérapeute. Donc, c'est un travail qui peut être chouette pour élargir les compétences du corps de l'élégance. Je me permets un petit peu de promotion. J'ai un bouquin qui sort qui s'appelle Je fais la paix avec mon poids, où je parle aussi de cette histoire des réseaux sociaux, comment renouer avec une image temporelle saine. Donc c'est un bouquin qui n'est pas du tout un bouquin de régime, un bouquin avec des conseils alimentaires, c'est vraiment un bouquin qui est faire la paix avec son corps et son assiette. Les éditeurs ont noté pour aimer son corps et son assiette, ça je crois que c'est un peu trop ambitieux d'aimer son corps, mais peut-être faire la paix en tout cas avec son corps et son assiette. Donc ça sort chez Solar le 12 janvier 2023, c'est déjà très commun. Ce qui m'importe maintenant, c'est de voir s'il y a des échanges, des questions. Je serais curieux de savoir votre ressenti par rapport à ça, d'avoir vos questions, si le temps le permet en tout cas. Oui, le temps le permet. Moi j'ai une petite question bête, hein, mais par exemple, voilà, dans les corps idéaux entre guillemets représentés par la science, si imaginons, voilà, ils montrent finalement le corps d'une personne anorexique, très très maigre, comment justement réagir par rapport à ça? Alors ma réaction c'est toujours un peu la même chose, c'est d'être toujours curieux. Plutôt que d'être jugeant. Parce que si la personne elle partage ça avec moi, c'est énorme. C'est plutôt amener de la curiosité. Et puis, moi je ne suis pas invalidant. On peut expliquer que c'est aussi la maladie qui aussi nous fait parasite aussi nos représentations du monde. On peut expliquer ça. Et moi j'ai tendance à dire, moi je n'ai pas à juger ce que tu trouves beau. Je n'ai pas à juger ce que tu trouves beau. Ça ne m'intéresse pas à juger si c'est beau ou si c'est moche. Je peux te donner mon point de vue, mais en fait, il n'est pas très intéressant, mon point de vue là-dessus. Moi, je déteste les impressionnistes. J'ai horreur des impressionnistes. Et toi, si là, tu me dis, j'adore les impressionnistes, il n'y a pas de débat. Ce que tu trouves beau et ce que je trouve beau, c'est de l'intime. Par contre, est-ce que cet idéal est compatible avec une vie qui marche? Est-ce que pour avoir cet idéal de beauté en termes de corps, est-ce que c'est compatible avec une vie qui marche? Est-ce que c'est compatible avec un état de santé optimal? C'est peut-être ça le problème. C'est pas finalement que tu es cet idéal le problème, c'est finalement que pour arriver à cet idéal-là, tu sois peut-être obligé de laisser de côté ta santé physique et psychologique. Donc souvent, moi je fais aussi un travail beaucoup sur la différence entre le corps objet et le corps vivant. Et on a tout le monde, chez tout le monde, il y a ce corps biologique, il y a ce corps objet. Vous voyez, on s'est tous un peu apprêtés, on met tous des habits qui nous mettent en évidence. On aime bien quand je sors chez le coiffeur qu'on nous dise que ça nous va bien, on ne va pas se mentir. On aime bien avoir des compliments sur notre apparence. On aime bien quand on met des beaux habits pour un mariage, ce que ça peut procurer. Donc on a tous un rapport avec notre corps qui est aussi un rapport de corps-objet. Mais si pour prendre soin de ce corps-objet, je suis obligé de maltraiter mon corps physiologique, mon corps vivant, ça ne marche pas. Donc c'est ça le prix à payer. Donc on va avoir des discussions aussi autour de ça. Mais je ne vais pas invalider, je ne vais pas dire c'est moche, tu te rends compte ce corps est maigre. Tu te rends compte, tu ne devrais pas choisir Sissi Mua comme un modèle de beauté. Tu as le droit d'aimer ce corps-là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Après on peut amener un peu la nuance que la maladie aussi vient bien sûr interférer avec tes choix. Avec le corps, il n'y a pas de débat. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, je voulais juste rebondir un peu dessus, c'est qu'en fait, je trouve qu'en tant que professionnel de santé, on est tellement confronté à ce niveau de gravité. Quand je suis médecin nutritionniste, ce matin, j'en ai vu, mais c'est 17 000. Enfin, oui. On est en flip, hein, faut pas se leurrer. Hein, les TCA, personne n'est à l'aise avec, je pense. Hein, si on est aussi nombreux, c'est que voilà. Mais du coup, on est tellement en situation de stress, nous-mêmes pour la vie de la patiente, qu'on a, je pense, tendance à être maladroit dans ces situations-là. Et à être justement en position de validant en quelque sorte, mais pas sur la question de la beauté ou pas beauté, mais on a tellement envie de faire prendre conscience à la patiente qu'elle est en gravité que
Peut-être on y va peut-être un peu trop, mêler un peu trop brusque, je sais pas, effectivement. Je pense au niveau médical, en tout cas, c'est pas simple. on est parfois un peu loin. Ça fait 15 ans que je travaille avec des patients qui ont des troubles de conduite alimentaire et je trouve toujours au bout de 15 ans que je ne suis pas très doué dans cet accompagnement. Que je suis en galère, il n'y a pas une semaine où je ne me dis pas que je suis en galère. Je peux essayer dans ma tête de me rabâcher mon CV en me disant t'as vu tout le CV que t'as, mais en fait ça ne change pas grand chose, je me sens toujours un peu en difficulté, je me sens tout le temps un peu maladroit dans ces prises en charge. Bienvenue au club, c'est les gens maladroits. On a un travail à faire sur nous-mêmes, sur l'attitude. Enfin, en plus des messages qu'on fait passer aux patients pour les aider, c'est notre attitude qui, je pense, même transparaît le plus dans notre prise en charge. Ouais, et puis en fait, c'est bien évidemment qu'avec une personne avec glycémie, c'est peut-être pas le timing, c'est peut-être pas le moment opportun, c'est pas le kéros d'aller travailler sa relation d'image corporelle, c'est de sauver la vie le plus urgemment possible. Mais on sait aussi que quand on vient critiquer finalement leur norme de beauté, ça crée beaucoup de résistance. Ça crée énormément de résistance. Mais tu vois pas que tu as la peau sur les os? Ouais, tu vois pas que tu as la peau sur les os, bon sang. Mais ouais, tu as le droit de trouver ça beau. C'est pas le problème. Le problème, il n'est pas là, ça c'est une norme de beauté, tu peux trouver ça magnifique. Mais est-ce que, finalement, pour avoir cette norme de beauté, est-ce que le prix à payer, c'est de sacrifier ta santé physique et mentale et sociale? C'est ça le prix à payer, quelque part. C'est pas le faire. Je trouve ça beau, c'est quel est le prix à payer. Hein. Quel est le prix à payer, oui. J'avais une question aussi par rapport au départ, c'est pas qu'une histoire de morphologie, mais par exemple, un vaccinisation qui dit que la base c'est de peser un tel poids et que en fait c'est pas une histoire de corps, de physique qu'elle a, mais plutôt du fait de ce chiffre-là qui est important pour elle. Et là, du coup, on ne rapproche pas à une forme de physique particulière, c'est juste peser le mouvement aussi par un poids oui. Sûr. Et du coup, comment accompagner puisqu'il n'y a pas cette histoire de physique. Ouais, mais moi j'aime quand même poser la question. À quoi ressemblerait ton corps s'il y avait ce poids-là? Ce serait quoi les caractéristiques de ton corps à ce poids-là? Ça peut être intéressant des fois. Et du coup de se dire, je comprends tout à fait que tu puisses être attiré par ce type de corps, simplement, ça me semble difficilement compatible avec une vie qui marche bien. Ça semble difficilement compatible avec une vie qui marche bien. Difficilement compatible avec une vie joyeuse et heureuse. Ça demanderait d'avoir des troubles alimentaires toute sa vie. C'est des fois un prix à payer d'avoir des troubles alimentaires toute sa vie, je pense aux danseuses. J'ai une patiente danseuse qui m'a dit toute ma carrière de danseuse, j'ai été anorexique. C'était le prix à payer si je voulais être danseuse, parce que c'était pas sa morphologie naturelle. Et bon, j'ai mangé le minimum de calories, trouver l'équilibre entre le minimum de calories pour rester en vie et pouvoir danser et pas dépasser un certain point. Ça a été le prix à payer pour toute ma carrière, mais à refaire. Ça m'a fusillé. Ces 10 années dans sa carrière, ça a fusillé. On m'a amené à cette réflexion-là, c'est quel est le prix à payer aussi pour atteindre ces idées. C'est le problème des perfectionnistes, c'est que finalement ils oublient le prix à payer, c'est coûte que coûte. Il faut que je sois le meilleur en classe, même si je ne dors pas, même si j'altère ma santé. Donc on va aussi nous les amener à reprendre en compte cet aspect-là. Et c'est pas évident des fois de faire le deuil en fait de nos. Ça bouge les représentations en termes d'image corporelle, il y a une sorte de deuil à faire. Et nous on doit être hyper patient en tant que professionnel. C'est un truc. C'est un truc que j'apprends le plus, c'est la patience. Je sais que ça va bouger chez toi, sa représentation. J'ai déjà vu des patients qui ça mis 3 ans à bouger le fait de lâcher leurs idéaux de masseur, je serais bien qu'à 49 kg, je peux être heureuse qu'à 49, et ça fait 3 ans à lâcher ça. C'est des maladies chroniques, hein, toutes les conduites alimentaires. Souvent on a l'illusion, nous, soignants, que si ça a pris en charge très très tôt, c'est une question de quelques mois, c'est plutôt une question de quelques années, malheureusement. Dans le meilleur des cas. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la prévalence des TCA depuis l'explosion des réseaux sociaux? Est-ce que ça a eu une tendance plutôt à la hausse, plutôt au déclin? Est-ce qu'on a une idée? Je ne sais pas s'il y a des chiffres là-dessus. Je ne sais pas si ça a été étudié, si c'est facile à étudier. C'est en tout cas
On peut imaginer que oui. Après, il y a des chiffres sur l'impact des confinements aussi sur les TCA. On sait que ça a contribué, parce qu'on a enlevé les facteurs de protection, notamment la vie sociale, enrichissante, contexte d'anxiété, et on sait qu'il y a eu une surutilisation des réseaux sociaux pendant les confinements, avec notamment beaucoup de contenu qui invitait à l'activité physique et au contrôle des calories. Et d'ailleurs, on a fait la critique des médias sociaux, on aurait pu faire la critique aussi des médias tout court. Parce que pendant les confinements, qu'est-ce que nous disaient les médias? Des informations totalement anxiogènes. Les Français ont pris en moyenne 2,5 kg. Information fausse. Information fausse, c'est en moyenne les Français qui ont pris du poids ont pris en moyenne 2,5 kg, ce qui ne représentait un faible pourcentage des Français. Et on nous montrait quoi? Parce que ces gens qui ont pris du poids pendant les confinements, la télé nous montrait quoi? Des gens qui faisaient des pâtisseries, c'est parce qu'ils sont gourmands, ces gens-là, qui ne bougent plus assez, non. Certainement que les gens qui ont pris du poids, c'est aussi des gens qui décompensèrent des états anxieux. Et la télé nous montrait quoi? Des gens qui faisaient des pâtisseries. Ah oui, c'est vrai que depuis le confinement, on fait un peu plus de pâtisserie avec ma fille. Et c'est des messages aberrants et dangereux. L'année dernière, un média télévisé me contacte au moment des fêtes de fin d'année. Au mois de janvier plutôt. Il dit, on aimerait faire un reportage, un petit interview sur comment manger après les fêtes de fin d'année, sachant que les Français ont pris en moyenne 2 kilos. Je dis, mais oh, vous n'avez pas arrêtez avec vos informations fausses, erronées, anxiogènes et putaclic, c'est du voyeurisme. Parce que ce n'est pas vrai, votre information est fausse. Les Français ne prennent pas 2 kilos avec les fêtes, c'est faux. Vous faites d'une fausse information un problème qui crée l'anxiété. Je leur ai répondu, c'est simple. Je vais vous montrer que vous êtes dans l'erreur. J'ai le niveau 6e en maths. Je sais compter, je sais faire des multiplications, je maîtrise bien la table de 10. Si on prenait 2 kilos par an pour les fêtes, au bout de 10 ans, les fêtes nous feraient prendre, là qui sont au niveau 6e, 1 kilo. Au bout de 20 ans de fête de fin d'année, on prendrait 40 kilos. Il y a des fluctuations très temporaires du poids après les fêtes. Fluctuations très temporaires du poids. Ce que je leur ai expliqué, je leur ai dit, je veux bien vous expliquer ça. Ah ouais, mais non, on préférait quand même que vous ayez un collègue qui nous explique comment manger pour compenser cette prise de poids. Parce que la réponse, il n'y a rien à faire. L'homéostasie du corps va remettre ça en équilibre tout seul. Donc on fait d'un problème, et c'est anxiogène. On a critiqué les médias, Instagram, Facebook, etc. On peut aussi critiquer les médias au sens large sur leur part de responsabilité dans ce climat anxiogène de la nourriture. Je n'ai pas du tout répondu à votre question s'il y a un lien entre l'utilisation de ces réseaux et les TCA. On peut imaginer que oui, mais je n'ai pas donné là-dessus. Peut-être que certains non. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, peut-être que je ne sais pas votre référence si vous avez donné là-dessus, c'est que le nombre de patients souffrant d'anorexie mentale a nettement augmenté depuis les confinements. J'avais entendu des chiffres qui étaient de plus de 40%. C'est certainement qu'il y a des gens aussi qui ont décompensé des TCA qui étaient sous-jacents. Ils ne les auraient peut-être jamais décompensés, mais le contexte, isolement social, anxiété, et aussi ces messages d'invitation au contrôle du corps, parce que quand même, ça a été identifié, ils étaient dominants sur les réseaux sociaux. C'est en gros profiter, pour le meilleur et pour le pire, pour certains, ça leur a permis d'être en meilleure forme, mais c'était aussi profiter de ce déconfinement pour faire du sport, pour bouger le plus possible, et pour manger sainement. Ça a eu des effets très très bons. Ça a été étudié, l'effet pervers de ces messages. Qu'est-ce qu'on pourrait penser des patients qui se servent justement d'Instagram comme un journal intime pour parler de leur maladie, qui partagent au quotidien avec d'autres personnes malades? Je sais pas quoi en penser. Ce que je pourrais leur poser comme question, c'est quelle mesure ça les aide? Quelle mesure ça les aide? Dans quelle mesure ça peut... Peut-être je les inviterai un peu à avoir d'esprit critique, c'est-à-dire quelle mesure ça peut aussi aider des personnes, dans quelle mesure ça peut peut-être aussi nuire à d'autres personnes. J'ai plutôt l'impression que ça les aide, eux, si c'est bien présenté, parce qu'il peut vite avoir un côté très voyeurisme, et puis de rentrer aussi dans une logique de compétition, et c'est toujours un petit peu compliqué, je crois.
ça laisse pas trop de la place justement à la maladie, mais on voudrait parfois donner de la place à autre chose. Ça peut, mais ça peut aussi. Moi, j'ai une patiente qui fait ça, et, qui publie des photos d'elle en disant mon combat contre l'anorexie, et elle me dit que déjà, elle, ça l'aide et que ça l'a amené aussi elle a eu beaucoup de témoignages comme quoi ça avait pu aider, mais je pense que ça peut aussi avoir des effets pervers chez certains patients. Même chez elle, ça peut avoir des effets pervers parce qu'elle me dit j'étais très très sollicitée et du coup, émotionnellement, je ne peux pas gérer tout ça. J'ai pas de réponse absolue là-dessus. J'inviterais peut-être la patiente à réfléchir en tout cas à elle, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et d'en discuter aussi avec sa psycho. C'est un travail interdisciplinaire sur tout ça, mais je n'ai pas de réponse à tout. Je suis désolé de ne pas donner une réponse. Non, c'est pas vraiment une question, mais j'ai lu plusieurs articles depuis pas beaucoup de temps que une nouvelle tendance de silhouette est en train de réémerger qui s'appelle héroïne chic. A priori, les sœurs Kardashian, cette fameuse silhouette avec la tête très fine, comme ceci, les fessiers féminins, se font enlever leurs prothèses et il y a quand même des appareils de plus en plus amaigris, un peu plus minces. On se retrouve vraiment sur des portraits morphologiques. Il y a des mannequins des années 90 qui étaient très élastiques. C'est la mode, c'est morphologique. Voilà, c'est une émergence de mode. Alors en fait, c'est des micro-phénomènes, mais du coup, les réseaux sociaux, justement, les Instagram, les machins, les combini, font des trucs comme ça. On a l'impression que c'est un truc c'est partout, c'est marginal, mais on en parle tellement que ça va devenir certainement ça peut certainement devenir des enfants. De toute façon, une mode remplacera une autre. C'est cyclique. Hein. Ça a toujours été cyclique. Les normes en termes de beauté, c'est les morphologies cisumurales, les morphologies héroïniques et compagnie. C'est des modes, c'est un peu comme les régimes, il y a toujours des modes et ça revient. C'est souvent cyclique. Et c'est intéressant aussi de beaucoup travailler aussi sur l'esprit critique chez les patients, parce que c'est aussi, on peut même travailler sur les critiques du patriarcat et de tout ça, parce qu'il y a quand même, qui décide ce qui est beau, quoi. Qui un jour a décidé que c'était ça le corps parfait. Il y a pas mal de choses à bosser comme ça. Oui, bien sûr que c'est des choses qu'on... Je suis un peu les réseaux sociaux, je vois ce que... On en parle beaucoup, mais ça ressemble pas beaucoup à ce qu'on voit chez les patients quand elles nous amènent leur influenceuse. Moi, quand je leur demande leur influenceuse, c'est qu'à 90% des nanas comme ça. Bon, alors d'aujourd'hui, ça changera peut-être. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça veut des constats un peu différents, ça va travailler là-dessus, si vous voyez aussi ce corps-là. Donc beaucoup de sport, hein, c'est des TCA maintenant avec beaucoup de sport. Je ne sais pas si vous voyez aussi ça en référence, ça va être intéressant. Avec beaucoup de musculation, avec en tout cas, c'est des choses qu'on va explorer. Je veux avoir le ventre extrêmement plat. Je veux pas. Je veux aussi avoir des fesses extrêmement musclées. Ce qui me permet très compliqué. Du coup, dans votre mise en charge, est-ce que vous proposez des influenceurs, des pages à vos patients que c'est plus adapté, ou est-ce que vous les encouragez juste à faire un peu de tri dans les accompagnants, dans les influenceurs qui sont un peu trop extrêmes, mais est-ce que vous leur proposez d'autres alternatives plus saines entre guillemets? Je pourrais, mais je le fais pas trop, parce que je suis un gars de la quarantaine, et je sais bien à quel point c'est super chiant quand un gars de la quarantaine explique à des jeunes ce qui est cool. Je le vois bien avec mon fils. Je le vois bien avec mon fils. En tout cas, je les invite à cette curiosité-là. Moi, chaque fois, je dis à mon fils, là, tu vois, c'est super cool. Il me dit, arrête, c'est pas cool ça. Donc, peut-être que je pourrais faire autrement. Mais je les invite plutôt, eux, à se dire, est-ce que vous avez déjà observé des comptes qui vont encourager la diversité corporelle, qui vont dire encourager les choses de côté, c'est plutôt comme ça que je fais. Parce que c'est peut-être juste une croyance que j'ai que mon statut d'homme de la quarantaine me fait tout de suite passer du côté des ringards. C'est ce que mon fils me fait vivre en toute façon. Récemment, mon fils, quand je suis avec mes copains, évite de me parler, tu me fais mon fils.
Bien que tu te sentes à l'aise d'en parler avec eux. Je comprends. Mais même quand tu dis ça, c'est ringard. C'est un peu bon. Mais oui, ça peut être intéressant de les inviter à aussi à élargir leur utilisation des réseaux sociaux, de casser aussi la logique de l'algorithme. Bien sûr. Dans mes patients qui souffrent de troubles alimentaires sévères, la majorité font le choix à un moment ou à un autre de supprimer, de désinstaller Instagram, TikTok pour s'en sortir. Je ne dis pas que c'est la seule voie de guérison. Elles arrivent souvent au constat que quand j'enlève des profils et tout, c'est différent de quelqu'un qui serait sur le fil ou quelqu'un qui serait à risque de TCA, dans une logique préventive, dans une logique curative. La majorité de mes patients ont fait le choix à un moment ou à un autre, courageux, parce que c'est addictif, de se sevrer d'Instagram, de TikTok, de faire un sevrage et de désinstaller les applis. Beaucoup. Certaines aimeraient, mais n'y arrivent pas, parce que c'est addictif. C'est comme la clope, là, Instagram. C'est hyper addictif. Enfin, je ne sais pas si ça apporte quelque chose ou pas, mais sur Instagram ou si Google le fait, après je ne connais pas les autres applications, mais quand on tape certains mots clés, comme anorexie en l'occurrence, et bien en fait ils ne présentent pas les résultats et il y a une sorte de cliquer pour avoir de l'aide. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est comme le fumer tu? Je sais pas, mais. Non, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Mais après, par contre, on peut sur Google, je ne crois pas, mais sur Instagram, on peut cliquer sur regarder quand même les résultats. Oui. Ça met en garde. C'est important, c'est peut-être ce qui manque aussi, c'est de se dire. On donne même aux adultes, nous devons être informés sur le fait que ça peut potentiellement nous nuire. On est informé quand on achète de l'alcool, on peut acheter sciemment de l'alcool. Mais c'est quand ça nous informe, mais qu'on est informé sur le fait qu'il y a un danger à faire. On peut sciemment acheter et choisir d'exprimer notre liberté, mais on peut aussi se dire qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas informé de la dangerosité de cela. C'est des bonnes réflexions. Alors c'est bien en tout cas que tout ça fasse cela. J'ai appris aussi aujourd'hui qu'on pouvait signaler des contenus en précisant que c'était une incitation au TCA. Merci d'avoir appris ça aujourd'hui. C'est plutôt une bonne chose aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de l'importance d'un soin qui soit coordonné, d'un soin interdisciplinaire. Et ça permet justement, c'est ce que vont nous parler les collègues du centre référent des TCA d'Auvergne. Je vous laisse la place. Du coup, bonsoir à tout le monde. Alors, on va se présenter un petit peu. On représente un peu le centre référent TCA du CHU de Clermont. Moi, c'est Maëva Espagnol, donc je suis diététicienne qui s'occupe de la partie adulte et de la partie aussi coordination du centre. Je suis en binôme en fait avec une collègue diététicienne aussi qui n'est pas là ce soir, Johanna Da Silva, qui s'occupe elle plutôt de l'évaluation en fait pédiatrique, donc des enfants qui se passent à Estaing. Je vais passer la parole à mes deux collègues qui vont se présenter aussi, et puis après on vous présentera un petit peu le centre dans sa globalité. Bonjour à tous et à toutes, Cécile Adonier, je suis la psychologue du centre référent TCA pour la partie adulte et pour la partie pédiatrique. Et bonjour à tous, moi je suis Dr Jantès, je suis médecin nutritionniste pour la partie adulte du centre référent TCA. Mon binôme, du coup, c'est Dr Terral qui est pédiatre, qui travaille à Estaing. Ma consoeur Dr Kaufmann n'a pas pu être présente ce soir, elle est psychiatre, elle travaille sur la partie adulte, enfants également. Il y a Dr Fénéon également qui participe au centre référent TCA pour la partie pédiatrique et de psychiatrie. On a aussi du coup Lydie Perron qui est l'infirmière coordinatrice, alors surtout sur la partie adulte, donc elle va s'occuper de plusieurs missions au sein du centre et on va vous les présenter un petit peu après. Donc au niveau de ce qu'on va vous présenter, finalement on va vous présenter rapidement en fait l'équipe globale, même si je pense qu'on en a fait déjà un bon screening. Le centre TCA finalement, pourquoi il existe, pour qui est-ce qu'on peut en fait recevoir au centre, les différents entretiens en fait, qui vont être présents lors d'un hôpital de jour justement TCA, et finalement comment nous contacter, comment nous retrouver, si vous avez aussi éventuellement des patients à orienter, si vous êtes diététicien, psychologue,
kinésithérapeute, médecin ou autre, peu importe, même si vous êtes finalement dans la famille aussi de personnes qui peuvent souffrir de TCA, même si vous êtes des personnes qui souffrent de TCA, voilà, il y a tous les contacts qu'il faut à la fin du diapo. Du coup, donc au niveau de l'équipe, donc c'est une équipe voilà, pluridisciplinaire, hein, c'est aussi ça l'avantage entre guillemets de ce centre-là, qui est vraiment engagé voilà, dans la prise en charge de tous les patients souffrant ou en tout cas ayant un doute en tout cas sur l'éventuelle présence d'un TCA. Donc au niveau de l'équipe, on vous a déjà présenté pas mal de personnes, donc le docteur Gentès qui est ici, le docteur Terral, le Michel qui est là en plus, Michel Wimmerplan qui est psychiatre. voilà, Responsable d'un service d'hospitalisation complète, spécialisé TCA. Et au niveau des diètes, donc là vous voyez Amine Favard aussi qui est ici, qui est là-bas. Donc il s'occupe de la partie hospice en fait au CMP. Donc elle prend en charge aussi des patients TCA qu'on a reçus au centre ou pas, hein, voilà, mais qui sont en hospitalisation. Et on a aussi les secrétaires médicales voilà, qui s'occupent de recenser un peu les appels aussi pour le centre. Par rapport à tout ça, du coup, nous, qui est-ce qu'on reçoit finalement? Donc c'est des patients soit qui ont déjà eu en fait un diagnostic de TCA et qui viennent faire le point en fait à un instant T, parce que le TCA forcément il évolue. Donc des fois, quand on a par exemple des patients qui sont orientés par des professionnels libéraux qui ont un peu de difficulté finalement à les prendre en charge, nous on les reprend en charge. Souvent le diagnostic on ne révolutionne pas quand il a déjà été posé, mais on peut donner vraiment des axes de prise en charge justement avec des précisions sur ce qui serait en tout cas selon nous le plus efficient pour le soin du patient. On peut aussi recevoir voilà, des patients qui n'ont jamais eu de diagnostic et qui sont voilà, en tout cas à risque de TCA. Et si oui ou non, effectivement, ils en ont un, et ben nous, on peut aussi, pareil, proposer des aides de prise en charge. Du coup, donc comment ça fonctionne finalement? Au final, un patient, il peut être soit adressé en fait par un professionnel de santé ou paramédical, médecin, kiné, diététicien, psychologue, etc. Soit en fait, il peut contacter de lui-même le centre TCA parce qu'il a été informé par un proche, par un médecin, etc. pour être pris en charge en fait dans ce qu'on appelle un hôpital de jour. Avant cet hôpital de jour, finalement, en fait, l'appel il vient normalement au secrétariat de nutrition, puis notre infirmière coordinatrice Lydie va appeler dans un premier temps les patients. Donc cet appel, en fait, il va servir à recueillir des informations générales, nom, prénom, date de naissance, etc. Également aussi évaluer les critères d'urgence, parce que finalement, les délais sont assez longs en général pour avoir un entretien en hôpital de jour. Donc en fonction des critères d'urgence, par exemple, si on a un patient ou une patiente qui appelle pour un IMC à 12, forcément, on va le faire passer en priorité par rapport à un patient qui aura un IMC à 17, 18, etc. Donc par rapport à la rapidité de perte de poids, idées suicidaires, etc. Donc ça, c'est Lydie qui s'en occupe et qui nous aide bien sur ce point-là. Ensuite, donc, il y a une consultation de préadmission qui est faite donc, soit par le docteur Gentès, soit par le docteur Kaufmann, donc, que ce soit sur la partie adulte pour les deux. La partie pédiatrique, c'est plutôt le docteur Kaufmann en général qui s'en occupe. Tu me diras si je me trompe. Donc sur cet entretien de préadmission, en fait, on va revenir vérifier les premiers critères qui ont été vérifiés par Lydie juste avant et compléter un peu les informations dont on a besoin pour éventuellement voilà, voir s'il y a nécessité de faire un hôpital de jour ou pas et voir aussi éventuellement s'il y a des critères d'hospitalisation directe. Donc ensuite, pendant l'HDJ-TCA, donc on a des entretiens qui sont pluridisciplinaires. Chaque personne en fait possède à son entretien, que ce soit l'aspect psychologique, diététique, somatique ou psychiatrique. Donc il y a différents tests, différents examens en fait qui sont mis en place le jour J. Donc par Lydie par exemple, qui peut faire une prise de sang, une impédance-métrie, etc. À l'issue de cette journée, en fait, on a un staff interdisciplinaire où on discute de chaque cas patient. En général, sur l'hôpital de jour adulte et pédiatrique, on reçoit 2 patients sur une journée parce que voilà, ça prend du temps. Et à la fin en fait, de ce staff, on fait revenir le patient ou la patiente devant nous et puis on lui explique un petit peu voilà, tout ce qui a été dit tout au long de la journée.
on rend le diagnostic avec un papier justement qui proposera les différentes stratégies de prise en charge, que ce soit au niveau diététique, psychiatrique, somatique ou psychologique. Donc les objectifs en fait, de la journée, c'est finalement est-ce qu'on va établir, confirmer ou réévaluer un éventuel TCA, évaluer aussi les caractéristiques du trouble finalement, dans quel type de TCA on se trouve, est-ce qu'on est plutôt sur une anorexie mentale, de quel type, sur une boulimie, sur une hyperphagie. Également orienter les patients donc, vers des thérapeutiques spécialisées et adaptées. Donc finalement, si on se rend compte qu'un patient au niveau de la diététique, c'est pas le moment de l'orienter vers un diététicien, et ben on l'oriente par exemple avant tout vers un psychologue s'il y a en tout cas une problématique psychologique majeure. Après, donc, il y a l'appel de l'infirmière coordinatrice en fait à 3 mois pour savoir un petit peu les patients où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont réussi à mettre des choses en place, est-ce que ça a été difficile, comment on peut les aider justement à s'impliquer dans leur propre prise en charge. Et après, donc, il y a des réévaluations à 6 mois, puis tous les ans pendant 4 ans. On ne lâche jamais en général les patients dans la nature. Et puis s'il y en a qui souhaitent en tout cas arrêter le suivi avant l'issue de ces 4 ans, on les laisse libres aussi d'arrêter leur suivi. Au niveau du centre, donc à l'heure actuelle, et ça c'est le gros problème malheureusement, c'est qu'on n'a pas de vocation de suivi des patients. On ne fait que du diagnostic et forcément on se doit en fait de réorienter les patients vers des prises en charge adaptées. Donc en général, soit on réoriente vers des professionnels libéraux, notamment au niveau psychiatrique, psychologique. Des fois aussi, on fait intervenir les médecins généralistes dans la prise en charge, souvent. Ou éventuellement dans des centres spécialisés, notamment, je pense là actuellement à l'unité d'addictologie de Sainte-Marie, où ils peuvent avoir une prise en charge justement, gratuite, entre guillemets, par des psychologues, psychiatres et infirmiers cliniciens. Chose qu'on ne peut pas avoir malheureusement en libéral à l'heure actuelle. Du coup, donc on va vous expliquer un petit peu le déroulement des différents entretiens en hôpital de jour. Donc chacune va présenter un petit peu sa partie. Je vais commencer avec l'évaluation diète. En fait, finalement, à quoi il sert l'entretien diététique? Il y a plusieurs choses. On fait un petit peu l'historique de la problématique alimentaire. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, en tout cas, qui est identifié par le patient? Est-ce qu'il y a eu des moments où finalement ils sont passés par un stade puis par un autre? Est-ce qu'il y a eu du mieux? Est-ce que ça s'empire? Et l'état actuel finalement des choses. Après, c'est une évaluation diète un petit peu typique qu'on peut retrouver dans tout, pas que dans les TCA, mais finalement combien de repas ils font par jour? Est-ce qu'ils sautent des repas? Est-ce qu'ils accordent beaucoup de temps au repas? Finalement, le contexte aussi, est-ce qu'ils mangent seuls? Est-ce qu'ils mangent accompagnés? Est-ce qu'ils mangent cachés du regard des autres? La présence ou non de grignotage tout à fait normal, de compulsion alimentaire, et on va jusqu'à rechercher finalement ce qu'ils font des accès hyperphagiques au sens propre du terme et selon la définition en tout cas du DSM-5. On va rechercher également la présence de restrictions alimentaires, souvent ça revient quasiment à 100% du temps. Finalement, cette restriction, est-ce qu'elle est qualitative, quantitative, les deux, et à quel degré? Au niveau des aliments, on recherche finalement s'il y a des aliments tabous, donc aliments considérés un peu comme interdits par les patients, qui peuvent générer une grosse culpabilité s'ils sont consommés, ou même s'ils sont imaginés d'ailleurs. Le relationnel aussi qu'ils ont avec l'alimentation. Souvent, je leur demande de mettre un mot ou une phrase sur la relation qu'ils entretiennent avec l'alimentation. Souvent, ce qui revient, c'est obsession, c'est compliqué, c'est difficulté. Jamais du positif en général. On cherche aussi au niveau de l'hydratation. L'hydratation, c'est surtout aussi pour voir si ils peuvent utiliser les boissons comme coupe-faim aussi finalement. Quand on a des patients qui boivent 5-6 litres d'eau par jour, c'est pas trop normal. Au niveau des sensations alimentaires, on regarde un petit peu sensation de faim, sensation de rassasiement, le plaisir aussi, la présence de plaisir alimentaire ou non, et la notion de culpabilité aussi liée à l'ingestion d'aliments. La présence ou non de comportements compensatoires, que ce soit vomissements provoqués ou spontanés, usage de laxatifs, diurétiques, coupe-faim, brûle-graisse, etc.
Et finalement, on fait aussi un tour sur le poids et la relation au corps finalement. Ben, le poids, est-ce que c'est important pour eux? Est-ce qu'il y a un poids maximum, minimum qu'ils ont déjà atteint? Est-ce qu'ils ont un objectif de poids justement particulier? Et la relation en fait à leur silhouette. Les patients aussi, en général, ils viennent au centre avec un relevé alimentaire, donc sur 3 jours, en général 2 jours de semaine et un jour de week-end. Et à ce moment-là, en fait, dans l'après-midi, moi, je calcule un petit peu les ingestats pour avoir une idée de leurs apports caloriques et protidiques, essentiellement. À la fin, du coup, de la journée, je leur propose toujours un projet thérapeutique, en tout cas, qui me semble, à moi, le plus adapté possible, et je réoriente toujours vers du libéral avec des noms de spécialistes qui sont en tout cas dans la région où le patient habite. D'où l'intérêt voilà, de créer un réseau aussi de diététiciens formés à la prise en charge de ces CA. Du coup, je vais prendre la suite pour la partie psychiatrique par le moment de ma collègue le Dr Kaufmann qui n'a pas pu venir ce soir. Donc elle, son entretien psychiatrique va essayer de comprendre déjà d'où vient la patiente qui l'a adressée. Elle va reprendre un peu le mode de vie, rechercher s'il y a des antécédents psychiatriques ou addicto personnels ou autour de la personne, donc au niveau familial. Les traitements habituels ou antérieurs qui ont pu être pris. La prise en charge, alors est-ce qu'il y a une prise en charge qui a déjà été initiée? Laquelle? Est-ce qu'il y a déjà eu des hospitalisations? Elle va reprendre aussi un historique du TCA, donc voir comment ça s'est passé au niveau de l'enfance, au niveau de la scolarité, la puberté, est-ce qu'elle a été bien vécue? Voilà, et puis quand est-ce qu'ont débuté les troubles avec différents symptômes, la restriction, la boulimie, etc. Donc voilà, lors de l'hôpital de jour, elle fait passer le MINI, qui permet de rechercher les comorbidités psychiatriques qu'il peut y avoir par rapport au TCA. Donc, elle peut proposer une prise en charge spécialisée, notamment des thérapeutiques médicamenteuses, si par exemple il y a une dépression, une anxiété, un trouble anxieux, donc voilà, un anxiolytique, un antidépresseur, etc. Donc voilà, je prends la suite sur ma partie sur laquelle je suis un peu plus à l'aise. Mon évaluation. Mon évaluation se passe en 4 étapes. Donc déjà, la première chose, c'est le questionnaire. Donc on remet des questionnaires lors de la préadmission aux patientes ou aux patients qui nous permettent d'évaluer un petit peu les troubles alimentaires, les symptômes. Justement, on va évaluer tout ce qui est perfectionnisme, restriction, voilà, et différents aspects en fait autour du comportement compensatoire, de la boulimie, etc. Il y a d'autres aspects encore, notamment par exemple on a le test des silhouettes qui permet d'évaluer un petit peu comment la personne se perçoit, est-ce qu'il y a un décalage entre la façon dont elle se perçoit, son IMC, voir s'il y a un décalage aussi entre là où elle se perçoit et là où elle aimerait atteindre. Donc voilà, à ce moment-là, on mesure l'insatisfaction corporelle. On mesure aussi d'autres aspects, donc, notamment tout ce qui est humeur, anxiété. Donc il y a différents questionnaires, c'est assez long. Je laisse continuer. On mesure aussi l'estime de soi. Donc c'est une base, hein. Moi, ça me permet après pendant l'entretien d'explorer un peu plus profondément en fait, de voir la personne justement, est-ce que son estime de soi elle est faible, et pourquoi, elle est basée sur quoi, est-ce que justement elle est basée sur le fait d'être parfaite, voilà, j'essaie d'identifier un petit peu ces aspects-là. On a aussi une échelle d'affirmation de soi et une échelle de dépendance, encore une fois, qui me permet juste de dégrossir un petit peu et voir si je peux explorer plus profondément. Notamment, on a une échelle pour l'alcool, le tabac, le cannabis. Et on a l'EVAM aussi qui est importante puisque c'est une échelle qui mesure la conscience du trouble et la motivation aux soins, une prise en charge. Voilà, donc la deuxième étape, ça va être lorsque la patiente vient en hôpital de jour, je vais réaliser un entretien clinique auprès de la patiente, reprendre un peu l'histoire du trouble pour bien comprendre un petit peu d'où elle vient, les différentes étapes de sa vie. Je vais aussi identifier alors, diverses problématiques. Je vais beaucoup explorer tout ce qui relève de la gestion des émotions, de l'estime de soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du perfectionnisme, mais aussi la relation avec la famille, l'entourage. Est-ce qu'elle a du soutien, cette personne, autour d'elle? S'il y a déjà des suivis, sur quoi elle a pu travailler par le passé avec des psychologues, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Voilà, donc je vais voir aussi comment ça se passe au niveau de la concentration pour évaluer un petit peu si la personne se rend compte des conséquences du trouble sur sa
au niveau psychologique et au niveau de sa concentration, etc. Donc, troisième partie, c'est l'évaluation cognitive. Donc là, on va évaluer des capacités cognitives pures et dures, donc comme l'attention, la concentration dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire si la personne est capable de rester concentrée, de inhiber en fait les distracteurs, voilà. Donc là aussi, ça me permet en fait d'être un peu une base pour prendre conscience des répercussions de la maladie. Souvent, les patientes même vont dire bah, j'arrive plus trop à me concentrer en cours, une conversation, c'est difficile à suivre maintenant. Je me rends compte que ce n'était pas le cas avant, que c'est plus le cas. Et on va mesurer aussi d'autres aspects, comme notamment la flexibilité mentale. Donc la flexibilité mentale, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la capacité qu'on a tous plus ou moins à s'adapter au changement. Et on le sait, donc quand on a des troubles alimentaires, cette capacité elle va être un peu altérée pour plusieurs raisons. Alors il y a en partie la dénutrition, puisque quand le corps n'a pas assez d'énergie, ben, il va aller vers les fonctions vitales d'abord, et la flexibilité mentale, c'est pas forcément vital. Donc c'est une capacité qui va être un peu altérée de ce fait. Mais il y a d'autres aspects comme l'aspect anxieux, en fait, le besoin de réassurance, le besoin de contrôle, avec des choses prévisibles finalement, un besoin de routine, de choses réassurantes. Voilà, donc ça peut être altéré. Il y a aussi ce qu'on appelle la cohérence centrale, un mot un peu compliqué, qui signifie vraiment cette capacité d'adapter en fait sa vision de manière à ce que son attention soit globale, une vision globale des choses soit précise. Donc souvent, chez les patients qui retrouvent ce qu'on appelle une attention centrée détail, c'est-à-dire une focalisation, une surfocalisation sur le détail. Voilà. Voilà, donc la quatrième étape qui nous permet en fait de faire un petit peu en fait on fait un staff pluridisciplinaire qui nous permet d'établir un diagnostic et des axes thérapeutiques. Donc déjà prioriser un peu, est-ce que c'est d'abord il faut une hospitalisation, donc c'est l'aspect somatique. Est-ce que c'est au niveau diététique qu'il va falloir travailler prioritairement? Est-ce que c'est au niveau psychiatrique? Voilà, il y a des comorbidités psychiatriques sous-jacentes qui sont prédominantes. Voilà, ou est-ce que c'est psychologique? Donc une fois qu'on a établi ces axes-là, ensuite moi, au sein de mon évaluation psychologique, de mes propositions thérapeutiques que je vais faire, il va y avoir des axes aussi, souvent je propose plusieurs axes et que je priorise. Voilà, donc après moi je vais orienter les patientes vers des professionnels, alors autant que possible vers des professionnels, des psychologues qui ont été formés à l'accompagnement des troubles des conduites alimentaires. Malheureusement, c'est qu'il n'y en a pas énormément sur la région, il y en a quelques-unes. Autrement, ça va être aussi orienté vers des professionnels qui sont spécialisés sur certains aspects. Donc, par exemple, si je sais qu'il y a une patiente qui, à la base, a un stress post-traumatique, elle a une agression, etc., et qui est sous-jacente au trouble, qui est une des raisons que le trouble existe, à ce moment-là, on va prioriser cette prise en charge-là, spécialisée, même si la psychologue n'est pas spécialisée en accompagnement des troubles des conduites alimentaires. C'est un des exemples. Ça peut se faire du coup avec de l'EMDR. Si jamais il y en a qui connaissent, c'est vrai que c'est assez efficace sur les traumas et du coup, Cécilia réoriente vers des psychos qui ont cette formation-là, le MDR, et ça peut être vraiment intéressant pour les patients. Après, de manière globale, j'oriente souvent les patientes vers des psychologues qui ont une approche cognitive et comportementale qui a montré une bonne efficacité. Alors surtout dans la boulimie, mais de manière globale quand même dans le trouble alimentaire. La thérapie familiale, mais le problème c'est que c'est aussi quelque chose qui est peu proposé en fait dans la région des thérapies familiales parce qu'ils ont montré une bonne efficacité dans l'anorexie. Du coup, pour ce qui est de l'évaluation somatique, oui, donc le rôle du médecin somaticien dans tout ça, c'est de participer au diagnostic en excluant d'autres causes que le simple trouble alimentaire. Donc c'est effectivement, est-ce qu'il y a un diabète, est-ce qu'il y a un problème de thyroïde, etc. Donc des arguments somatiques qui expliqueraient le comportement alimentaire du patient et non pas l'inverse. Je suis à la recherche de complications en fait, du trouble alimentaire. À quoi ça sert? Ça sert à faire prendre conscience en fait, au patient qu'il est en train de se faire du mal, à lui, à son physique, à sa santé psychologique et physique. Donc ce dépistage-là, ça me permet de mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas bien et d'embrayer sur des prises en charge. Soit donc voilà, soutenir la prise en charge pluridisciplinaire pour faire prendre conscience au patient qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa santé,
soit mettre en place des médicaments, parfois il en faut, et aller jusqu'à la mise en place de la nutrition artificielle, que ce soit par complément nutritionnel oraux ou nutrition entérale. On a un espèce de continuum qui va de l'adaptation simple de l'organisme à la privation d'énergie, je parle notamment dans les troubles alimentaires restrictifs, à des réels signes de souffrance en fait. Et donc le rôle du médecin somaticien dans cette histoire-là, c'est d'arriver à montrer quand on est dans les signes de souffrance et que la patiente et le patient puissent prendre conscience que là il y a des éléments qui vont pas. Donc si on regarde un peu les différentes complications que l'on essaie de rechercher, donc les altérations de la fonction psychique, c'est effectivement surtout Cécilia qui questionne sur la concentration, etc. Je pose des questions sur ce qu'on appelle les troubles déphanaires, donc toutes ces fameuses fonctions non vitales qui vont souffrir de la privation énergétique. L'atteinte dentaire, c'est un peu mon cheval de bataille pour lutter contre le brossage des dents systématique après les conduites de purge. Les anomalies de rythme cardiaque, l'hypotension orthostatique, donc c'est la désadaptation de la tension artérielle entre le passage de la position couchée à debout. Ça on n'a pas forcément besoin d'avoir un appareil à tension pour le mettre en évidence, simplement questionner la patiente sur le fait que quand elle se met debout assez rapidement, est-ce que la tête qui tourne, etc., ça permet de mettre le doigt sur ces anomalies-là. Les problèmes de transit sont très 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 fréquents, surtout à type de constipation dans les troubles alimentaires restrictifs. Ne serait-ce que de leur expliquer la raison de la constipation, que la constipation elle n'est pas là uniquement parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le ventre, mais parce qu'il y a vraiment une mise en mode économie d'énergie de l'organisme, ça aide aux patientes à se rendre compte qu'elles se font du mal. L'atteinte hépatique également avec une cytolyse hépatique, une inflammation en fait du foie. On explique en fait la raison de l'aménorrhée secondaire et les conséquences potentielles sur la densité osseuse, c'est-à-dire c'est pas juste le fait d'être plus confortable entre guillemets à ne pas avoir de menstruation une fois par mois, mais c'est aussi le fait de potentiellement s'exposer à de l'ostéoporose. Au niveau biologique, il y a une grosse prise de sang qui est réalisée pour vraiment, d'une part, exclure les autres causes, les causes physiques de dénutrition ou d'altération du comportement alimentaire, et d'autre part, faire le point sur toutes les complications. On cherche essentiellement les anomalies des globules blancs. Les patientes en état de dénutrition ont souvent une baisse des globules blancs, des anomalies du potassium en cas de prise de traitement laxatif, diurétique, les carences vitaminiques, et on regarde également la réserve hépatique en glycogène. En somme, c'est combien elles ont de taux de sucre à jeun. Et je regarde bien sûr la température corporelle. Ça, c'est pour le côté vraiment trouble alimentaire restrictif. Sur les autres complications, je passerai un peu vite parce que finalement, c'est un petit peu plus connu, finalement, et c'est un peu dommage d'ailleurs, que les complications du surpoids et de l'obésité soient plus connues que celles de la dénutrition, mais bref. Donc on regarde aussi s'il y a une atteinte du foie. On peut avoir une atteinte du foie en lien avec l'obésité ou le surpoids, on peut faire des cancers, on peut avoir un risque augmenté d'arthrose par augmentation de la surcharge de poids au niveau des os, de l'apnée du sommeil, de la dyspnée, donc des difficultés respiratoires, des problèmes cardiovasculaires, dont je ne reviendrai pas dessus, et les problèmes métaboliques tels que le diabète et le cholestérol. Et puis des carences vitaminiques, bien sûr, on a le droit aussi. Donc concrètement, voilà, le rôle du somaticien, c'est d'exclure d'autres causes et faire prendre conscience au patient qu'il est en train de se faire un trouble alimentaire, en train de faire du mal à sa santé plutôt, sans pour autant faire peur. Et c'est là où c'est un peu difficile, c'est que quand on a très peur pour le patient, arriver à ne pas lui transmettre sa peur et juste lui transmettre les messages pour qu'ensuite il s'en saisisse et vienne contrer les idées négatives de la maladie, c'est pas forcément toujours évident. En tout cas, ce que je voulais rajouter en plus peut-être, c'est que dans notre évaluation au niveau somatique, on a un bon versant sur l'évaluation de la fonctionnalité musculaire. Alors c'est pas simplement parce que culturellement dans le service de nutrition on est fortement attaché à la fonction musculaire, c'est parce que maintenant les nouveaux critères diagnostiques de dénutrition englobent la fonctionnalité musculaire. Et c'est beaucoup plus parlant, je trouve, pour les patients de se rendre compte qu'ils ont une altération de leur capacité physique. C'est plus parlant pour eux parce que c'est du concret que finalement des résultats sur la prise de sang. Donc en termes d'évaluation de la fonctionnalité musculaire, en gros, moi, je fais des tests qui sont assez rapides. C'est une évaluation de la force de préhension au membre supérieur, ça s'appelle le hand grip. 3 mesures de force de préhension maximale au membre dominant. Et ensuite, je fais un SPPV, donc c'est pour mesurer en fait la fonctionnalité des membres inférieurs. Donc on mesure
de manière indirecte la force du quadriceps, la vitesse de marche et la capacité d'équilibre. Et du coup, pourquoi je voulais conclure là-dessus? Oui, c'est parce que les critères actuels du DSM sur, par exemple, l'anorexie mentale, on est un peu focus anorexie mentale quand on parle de TCA, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon. Donc les critères du DSM, c'est poids corporel significativement bas, le critère A. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça évolue un petit peu, ces critères, parce que finalement, on a des patients pour lesquels on est hyper inquiet sur leur comportement alimentaire et où on n'a pas ce fameux critère A qu'on doit avoir. Donc, c'est vrai que si on y ajoutait le fait que patient en état de dénutrition, ça peut cacher derrière soit que le poids est bas, soit que la fonctionnalité musculaire est altérée, soit que la quantité de muscle est altérée, ça on voit l'impédance métrique. Donc c'est vrai que ça c'est un truc sur lequel on aimerait bien que ça évolue. Et je dis un dernier truc, après je lâche le micro, mais on a découvert un truc il n'y a pas si longtemps que ça dans le DSM d'ailleurs, c'est que le niveau de gravité de la maladie peut être réajusté en fonction de l'appréciation du clinicien. C'est-à-dire qu'une patiente anorexique mentale qui a un indice de masse corporelle au-dessus de 17, théoriquement, on est censé mettre anorexie mentale de forme restrictive pure et de sévérité légère. Parfois, ça ne nous aide pas du tout pour le rendu du diagnostic parce qu'on a l'impression que la patiente peut se dire oh, bah, c'est une sévérité légère, ça va, j'ai pas grand-chose, alors qu'en fait, son comportement alimentaire est franchement pathologique et la patiente se met vraiment en danger. Donc là, on a découvert il n'y a pas très longtemps en fait, qu'on pouvait réajuster ce niveau de sévérité, même si le niveau d'IMC n'est pas le niveau d'une sévérité extrême. On peut mettre que c'est extrême parce qu'on est inquiet sur son comportement. Voilà, je laisse le micro à Maïla. Du coup, je vais finir un petit peu juste pour voilà, vous donner contact et adresse, hein, finalement, comment on peut nous contacter, nous. Donc, au niveau du numéro de téléphone du secrétariat, donc c'est le numéro de téléphone du secrétariat de nutrition clinique qui est sur Gabriel Montpied, en fait, au 8e étage. Ici, on a aussi le numéro de téléphone de notre infirmière coordinatrice. Donc, soit ça passe par l'un, soit par l'autre. Dans tous les cas, voilà, les appels seront centralisés au niveau du centre TCA. Et après, en lieu physique, finalement, pour tout ce qui est partie adulte, donc c'est dans le service de nutrition clinique au 8e étage du CHU Gabriel Montpied. Et au niveau de tout ce qui est enfant, adolescent, donc en fait en dessous de 18 ans, il est arrivé des fois voilà, qu'on prenne des patientes de 17 ans dans le centre adulte parce que en fait, elles allaient bientôt avoir 18 ans, de même pour des patients. Mais concrètement, quand ils ont en dessous de 18 ans, en général, ils sont reçus sur Estin, donc dans le service de pédiatrie, pédopsychiatrie. Et ils seront reçus donc, par mes collègues et par Johanna Da Silva, qui est la diète en charge du service de pédiatrie. C'est bon pour tout le monde au niveau des contacts. Si jamais on a des petites plaquettes aussi de présentation du centre qu'on peut vous faire circuler, voilà, ça peut être intéressant. Il y a tous les contacts et tous les intervenants aussi du centre dessus. Donc on vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je voulais juste rebondir par rapport à une petite remarque faite on a un compte Instagram qui a été créé très récemment dans notre initiative qui s'appelle TCA Auvergne. Voilà. Il n'est pas très actif, mais il y a quand même 2-3 choses que je peux passer à l'occasion sur la prévention, des formations sur le centre, etc. Voilà.